The murder of Notorious B.I.G. It remains one of the biggest mysteries in hip-hop. Someone murdered my son, and the LAPD knew all about it. Ils ont menacé de me faire poignarder en prison. Ils ne voulaient pas que je parle. C'était un véritable coup de tonnerre. Des policiers corrompus étaient peut-être impliqués dans l'assassinat de Biggie. Les répercussions pour le LAPD sont inimaginables. Le LAPD allait devoir être dissous. 400 millions de dollars sont en jeu dans ce procès. Quiconque prétend que ça n'entre pas en ligne de compte n'a rien compris. Il m'a dit, « Oh, j'étais là le soir où Biggie s'est fait tuer. » J'ai fait, « Quoi ?» Le LAPD a couvert le meurtre de Notorious Big. Tout simplement. Big, wake up. I'm up, Diddy. What's up? Come on now, it's 5:45. We got the 7:30 flight. Leaving Kennedy. Kennedy? On the LAX. Oh, Cali? No doubt, baby. Biggie voulait partir sur la côte ouest. Il était en train de boucler son album Life After Death. Et Puffy voulait commencer la promo pour lui. Big adorait LA. Il adorait l'ambiance en Californie. Silver sunshine today, 60s all over the Bay Area. Notorious B.I.G. is in studio. Well, thank you right off the bat for coming in. I'm just getting over, you know what I'm saying, this whole situation with this East Coast, West Coast thing, you know, when they was going through their things and we was going through our things. C'était tendu. On avait perdu un des plus grands rappeurs de la côte ouest. Big voulait essayer de changer ça et de leur faire savoir, tout ça devrait être fini, je viens donner de l'amour. Les fans de Tupac étaient encore très remontés après sa mort. L'émotion était forte. N'allez pas en Californie. C'est trop tôt. Bad Boy Records et Puffy ont l'audace de faire venir Biggie à Los Angeles alors qu'on pleure encore la mort de Tupac. C'est ce qu'ils ont ressenti. Fichez le camp d'ici. Environ 6 mois après l'assassinat de Tupac Shakur, Notorious Big, Puffy Combs, d'autres membres de Bad Boy Records se rendent à Los Angeles pour assister au Soul Train Awards, ainsi qu'à une soirée au musée de l'automobile Petersen. C'est le musée de l'automobile Petersen. Il est très différent aujourd'hui. Ils ont complètement refait l'extérieur. Oui, c'est ici que ça s'est passé. C'était les Awards. C'était l'after party. C'était une super nuit. Il y avait une bonne énergie. Avant la soirée, j'ai eu un tuyau. Un ami m'a appelé. Il était dans une prison fédérale en Californie. Et il m'a dit, mettez un gilet pare-balles. Je l'ai dit à Puff, je lui ai dit, on m'a prévenu. Des gens vont essayer de nous tuer ce soir. Il a dit, Gene, arrête avec ça. T'es pas obligé de venir si tu veux pas. Mais je pouvais pas les laisser y aller, sachant qu'il y avait cette menace. Je pourrais pas me regarder en face si j'avais pas fait le maximum. Il y a des centaines et des centaines de gens à cette fête. Il y a tellement de monde à l'intérieur qu'un responsable de la sécurité vient dire que c'est dangereux. Le service de sécurité incendie a tout arrêté. Et tout le monde est sorti en même temps. On a chopé Big et on s'est dirigé vers la porte. Et on attendait que la voiture arrive. Imaginez tous ces gens là-bas. Ils s'amusent, il y a des piétons partout, il y a toutes ces voitures, et tout le monde attend son tour pour sortir du parking. Quand on est sorti, j'ai gardé mon arme à la main sous mon blouson. J'étais debout et Puff était monté dans la voiture. Un type habillé comme s'il appartenait à la nation de l'islam, costume bleu, chemise blanche, nœud de pape bleu, il commence à s'approcher de la voiture de Puff.
Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Même quand il m'a vu sortir mon arme, il n'a pas dit « C'est quoi ce flingue ?» Il a rien dit. Et il est juste parti. Donc, je l'avais repéré. Et je me suis dit, il y a un problème. Le groupe de Bad Boys serait parti dans 3 véhicules, 2 Suburban et un Blazer noir. Dans le premier véhicule, il y a Puffy et Eugene Deal, un chauffeur et 2 autres personnes. Dans le deuxième véhicule, avec Biggie, c'est Gregory Young qui conduit. Assis derrière Biggie, il y a Lil Cease et 2 autres personnes. Et dans le troisième véhicule, il y a l'équipe de sécurité. Ils remontent Fairfax vers le nord et les véhicules approchent du carrefour. J'ai dit, Kenny, grille les feux. Grille les feux, Kenny. Il me dit, pourquoi? Et je réponds, si tu veux pas le faire, je vais conduire. Donne-moi le volant. Kenny a démarré. Le véhicule de Puffy passe le feu. Le feu passe au rouge et le véhicule de Biggie s'arrête. À ce moment-là, une Impala foncée s'arrête à côté du véhicule de Biggie. Quand on a passé le feu, Tone a regardé en arrière. Il a dit « Yo, quelqu'un pointe une arme sur Big !» J'étais derrière Big. Il était sur le siège passager. Cette voiture s'est approchée de la nôtre et ils ont commencé à tirer sur notre voiture. Kenny démarre en trombe. Je crie « Kenny, fais demi-tour !» Ils ont tiré sur Big, Kenny. L'Impala prend à droite sur Wilshire Boulevard. L'équipe de sécurité essaie de la rattraper, mais elle disparaît dans la nuit. On s'est arrêté juste devant la voiture de Big. Quand les tirs se sont arrêtés, on est tous sortis de la voiture et le seul qui ne sortait pas, c'était Big. Il était penché sur le tableau de bord. On est allé à l'hôpital aussi vite que possible, on a grillé les feux. On voulait l'amener au plus vite. What I want you to do is pull over. I can't pull over. We're going to the hospital right now. Okay, what hospital are you going to? I don't know what hospital. I'm not from here. What street are you on? I don't know what street I'm on. Listen, calm down. Come on, return. I don't know where the hell I'm at right now. That's why I'm asking you to pull over because shit, what you doing? À son arrivée à l'hôpital, Biggie est transporté aux urgences et ils essaient de le réanimer. Tout le monde était dans le couloir. Lil Cease dit « Un musulman a tiré sur Big ». Il répétait ça en boucle. « Un musulman a tiré sur Big ». J'ai dit « Avec un costume bleu, une chemise blanche et un nœud de pape bleu ?» Et Paul a dit « Oui ». Ils m'ont demandé « Comment tu sais, Gene ?» J'ai dit « Je l'ai vu près de la voiture de Puff avant ». Alors je me suis dit « Ça doit être lui ». Vu comment il m'a regardé, vu comment il a regardé Puff, et ensuite, il est parti. Et 5 à 9 minutes plus tard, on tirait sur Big. Malheureusement, il reçoit 4 balles. Une le touche mortellement au niveau du cœur. Son décès est constaté vers 1h15 du matin. Un musulman a tiré sur Big. J'ai dit, avec un costume bleu, une chemise blanche et un nœud de pape bleu? Et Paul a dit, oui. Ils m'ont demandé, comment tu sais, Gene? J'ai dit, je l'ai vu près de la voiture de Puff avant. Alors je me suis dit, ça doit être lui. Vu comment il m'a regardé, vu comment il a regardé Puff, et ensuite, il est parti. Et 5 à 9 minutes plus tard, on tirait sur Big. Malheureusement, il reçoit 4 balles. Une le touche mortellement au niveau du cœur.
Son décès est constaté vers 1h15 du matin. Despite being rushed to the hospital, Notorious B.I.G. was pronounced dead at Cedars-Sinai Medical Center. Si on s'était arrêté au feu, les balles auraient été pour Puff. On a grillé le feu. Et c'est Big qui a reçu les balles. Je dois vivre avec ça. Puff était mon employeur. Il était sous ma responsabilité. Sur le plan professionnel, je suis content d'avoir fait mon boulot. Mais ça me rend malade d'avoir vu ce gamin partir comme ça. I get angry because he told me that he was going to Atlanta. That's where he was looking for a house. We made plans together. And I miss that. He should never have gone to California. If he hadn't gone, I'm sure he would be alive today. He really shouldn't have gone there. The initial reaction is that this could have been a revenge killing. That's just what it looks like on the street. It looks like it was a retaliation. For what? For Tupac's death. Il ne fait aucun doute que les gens pensaient que Death Row et Suge Knight étaient liés au meurtre de Biggie. Tupac, leur artiste, avait été tué. Given the fact that they were both gangster rap artists, naturally our people will be contacting the Las Vegas authorities to see if there's any connection in the two. I believe the best thing we can do as far as preventing any further violence or any paybacks on this is solving this murder as quickly as possible. Même 9 ans plus tard, en 2006, quand j'ai repris l'affaire, le meurtre de Biggie était toujours enveloppé de mystères et de spéculations. On devait tenir compte de tout le bruit qui avait entouré l'affaire pendant des années et des théories selon lesquelles la police était impliquée et que le LAPD, la police de Los Angeles, avait étouffé l'affaire. Quand j'étais sur cette affaire, j'ai essayé de découvrir si le LAPD était impliqué et avait orchestré et commis ce meurtre. Et les preuves sont accablantes. Surrounding the murder of Notorious B.I.G. deepens every day. Los Angeles Police Department have appealed for information from any witnesses to the shooting to come forward. Je m'appelle Randall Sullivan. Je suis auteur et journaliste. On m'a demandé d'écrire un article sur le scandale de la corruption policière à Los Angeles. C'est ce qui m'a conduit jusqu'à Russell Poole, qui à l'époque était chargé de l'enquête sur l'assassinat de Notorious Big. Russell Poole faisait preuve d'une grande intégrité au sein du LAPD. Son travail, c'était tout pour lui. Il croyait naïvement que quand vous enquêtez sur un crime, c'est ce qui prime sur tout le reste. Quand des êtres humains sont tués, il faut faire la lumière là-dessus. Et toutes les considérations, notamment politiques, passent au second plan. Pour la première fois de sa vie, il a découvert que ce n'était pas toujours le cas. Au bout d'un certain temps, on lui a refilé l'affaire. Il travaillait pour le bureau des opérations Sud, avec essentiellement une communauté pauvre et noire dans ce quartier. Donc ces affaires ne suscitaient pas beaucoup d'intérêt au niveau politique. Et là, il a été transféré à la brigade criminelle, qui est la division du LAPD, où les affaires peuvent prendre une tournure très politique. En fait, n'importe quelle affaire impliquant une célébrité ou une personnalité importante est traitée par la brigade criminelle. Très rapidement, il a pris conscience de toute cette dimension politique. Mais pour Russell Poole, ça ne changeait pas vraiment grand-chose, car quand on enquête sur un meurtre, on enquête sur un meurtre. Il avait du mal à lâcher prise, car il croyait encore que résoudre l'affaire, c'était ce qui importait. Poole believes that Death Row Records CEO Suge Knight gave the order for Biggie's murder. He is also certain that Los Angeles police officers assisted Knight in setting it up. Très rapidement, il a appris que plusieurs policiers travaillaient pour Suge Knight, le patron de Death Row Records, et qu'ils pourraient être liés à cette affaire.
Mais le LAPD a refusé de lui accorder des mandats de perquisition, de le laisser interroger des témoins, de le laisser effectuer des prélèvements. Poole states in a federal lawsuit that Chief Bernard Parks shut his investigation down. There's still so many unanswered questions. Russell Poole est devenu un paria au sein du LAPD. De nombreux autres policiers se disaient « Ça va être un problème pour nous tous. Tu menaces tout le service. » Mais il ne voulait pas se taire. Et quand tout a échoué, il a décidé de démissionner et de les traîner en justice. I provided the chief with enough information and evidence that would warrant a full probe, and at that meeting I was ordered not to investigate any further. Il avait la conviction profonde que justice serait faite, que la vérité éclaterait. I think I was getting too close to the truth. I think they feared that the truth would be a scandal. Mais il était contraint de toutes parts. Et il était brisé. Russell Poole n'a jamais douté que deux policiers du LAPD, David Mack et Rafael Perez, étaient impliqués dans l'assassinat de Biggie. I lost something very, very special. There are friends out there who lost God, a very nice human being. C'était vraiment impressionnant de voir tous ces gens dans la rue pour montrer leur amour pour lui. Les gens étaient sur les voitures, dans les escaliers de secours, à leurs fenêtres, et en les voyant tous comme ça, dans notre quartier, là où on a grandi, on a oublié un peu la tristesse. Ça nous a porté et je peux vous dire que c'était vraiment très dur pour nous. They took a life. No, they didn't take a life. They took lives. They ripped lives apart. Whoever did it. Je m'appelle Phil Carson. Je suis un ancien agent spécial du FBI. Je me suis retrouvé impliqué dans l'affaire Notorious Big alors que je travaillais sur d'autres affaires de corruption de policiers qui concernaient le LAPD. J'ai regardé un documentaire sur l'affaire un soir. Certaines allégations impliquaient qu'il pourrait y avoir eu corruption de policiers. En voyant comment ça s'était passé, et sachant comment ces policiers pouvaient orchestrer et commettre ces crimes, je me suis adressé à mes chefs au FBI et j'ai dit qu'on tenait quelque chose. David Mack et Rafael Perez étaient coéquipiers à la division Rampart. Ils ont travaillé pour Death Row Records en dehors de leur service. Ils faisaient partie du gang des Bloods. J'ai aperçu l'agent Perez et l'agent Mack chez Death Row Records à plusieurs reprises. Vous vous faites 50 000, 45 000 $ par an, et Suge Knight vous propose de doubler ça. Bien sûr que vous acceptez. Perez était souvent là. Je savais qu'il était policier. Suge avait des liens avec la LAPD. Il avait des liens avec ses enfants. David Mack et Rafael Perez n'étaient pas juste des flics corrompus. Ça allait beaucoup plus loin que ça. Ce qui a vraiment mêlé David Mack à l'affaire Biggie, c'est quand il s'est fait arrêter pour vol à main armée. En novembre 1997, David Mack a braqué l'agence de la Bank of America de Los Angeles et ça a ouvert de nouvelles perspectives pour l'enquête sur le meurtre de Biggie. David Mack est entré avec un Tech 9, un pistolet mitrailleur sous sa veste. Il a rempli des sacs de sport avec 700 000 $ en liquide. Et il est ressorti pendant que ses deux complices pointaient une arme sur l'agent de sécurité. Il est allé en prison. Il a tout de suite prévenu les autres détenus. Je fais partie des Bloods. Si quelqu'un me cherche, il est mort. Il a été condamné à 14 ans de prison et il a dit qu'il pouvait les faire les doigts dans le nez. Il n'a jamais coopéré. Il est parti avec 722 000 $ qui n'ont jamais été retrouvés. Après le braquage, les forces de l'ordre ont arrêté David Mack et ont perquisitionné son domicile. Ils ont trouvé un grand nombre de preuves qui suggéraient qu'il pouvait y avoir un lien avec l'assassinat de Biggie.
Ils ont découvert que David Mack détenait une Impala SS 1995 noire avec roue chromée, ce qui correspond exactement à la description du véhicule dans lequel les témoins ont vu l'homme qui a tiré sur Biggie. Ils ont trouvé de nombreuses armes. Ils ont trouvé un pistolet 9 mm correspondant exactement à la description donnée par un des occupants de la voiture de Biggie. Il y avait des boîtes de munitions dans le garage. Des cartouches de la marque Gecko de fabrication allemande, 9 mm. Et c'est ce qui avait été utilisé pour tuer Biggie. Mais ils n'ont pas laissé Russell Poole examiner les comptes de David Mack, ni faire de tests, ni faire analyser la voiture. Une des choses que je voulais faire, évidemment, c'était comparer les munitions trouvées sur le lieu du meurtre de Biggie avec celles trouvées chez David Mack. Le LAPD a dit qu'il faisait des tests balistiques, mais je n'ai jamais reçu de réponse de leur part. Et à ce jour, si un rapport a été rédigé, je n'en ai jamais eu connaissance. Rafael Perez, a former officer in the LAPD, has already confessed to intimidating suspects, planting evidence, and giving false statements in court. Quelques mois après le braquage de la banque par David Mack, Rafael Perez est arrêté pour avoir volé pour presque $1 million de cocaïne dans la salle des pièces à conviction du LAPD. Il la remplaçait par de la préparation pour pancakes ou du laxatif pour bébé. Il prenait la cocaïne et il la revendait. Perez, a former police officer, has implicated himself and others in an attempt to reduce his sentence after being convicted of stealing cocaine from a police evidence locker. This has launched one of the biggest investigations into police corruption in recent history. Perez encourait une lourde peine de prison. Il s'est adressé au procureur du district et il a dit « Je peux vous fournir tout un tas d'informations sur les flics pourris de la division Rampart du LAPD si vous me proposez un marché. » There are 20 officers currently being investigated following accusations of unjustified shootings and planting evidence. Alors il a passé un accord qui l'exemptait de tout crime et impliquait tous les autres policiers, ce qui était essentiellement imaginé par lui. Donc l'histoire de Rafael Perez a donné lieu à ce qu'on appelle le scandale Rampart. Et cela a parfaitement fonctionné pour, en quelque sorte, éclipser l'autre enquête sur les policiers travaillant pour Death Row. The LAPD are investigating whether former officer David Mack was present at the Peterson Museum the night Notorious B.I.G. was shot. Mack may have set up the shooting on behalf of Death Row's Suge Knight, who is currently in prison. La nuit où Biggie a été tué, David Mack et Rafael Perez étaient présents au musée Peterson. Rafael Perez a été aperçu en train de ramasser des douilles et figure sur un registre en tant qu'agent du LAPD sur le site. David Mack a été identifié par des témoins dans l'entourage de Biggie et qui ont vu David Mack à l'entrée quand ils sont entrés avec Biggie. Beaucoup de gens ont dû être sollicités pour orchestrer tout ça, surtout en public. C'est une grosse soirée avec beaucoup de célébrités. Et pour pouvoir organiser tout ça, ils ont dû se coordonner pour savoir où il n'y aurait pas de policiers. Ils ont dû utiliser des guetteurs, des radios, des voitures. Phil Carson va suggérer que le meurtre de Notorious Big était une sorte de coup sophistiqué. Quand on a enquêté sur tout un tas de fusillades à Los Angeles, on se rend compte que c'est juste une fusillade à volant. C'est la même chose qu'à Las Vegas. Un type faisait le guet. Soit il attendait de savoir où était Biggie, soit il a vu Biggie et il s'est arrêté et a tiré. C'est une fusillade à volant comme les autres. Il n'y a rien de sophistiqué dans tout ça. Ce n'était pas une simple fusillade, c'était un guet-apens. Pas juste un coup comme ça. En plus, tirer 6 coups de feu en si peu de temps sans toucher personne d'autre dans la voiture, ni toucher une autre partie de la voiture que là où Biggie était assis, pour moi, le tireur savait ce qu'il faisait. On a permis à cette personne de tirer. Il n'y avait aucun policier pour la prendre en chasse. Ils n'ont pas vu la voiture, ils ne l'ont pas poursuivie, ce qui est totalement inconcevable.
En 2006, quand on m'a confié la nouvelle enquête pour l'assassinat de Biggie, reprendre les témoignages oculaires était compliqué. Voici les deux portraits du suspect, basés sur les observations des témoins. Celui-ci a été dressé un jour après le meurtre de Biggie. C'est un individu afro-américain avec un nœud papillon, une moustache et le front dégarni. C'est assez conforme aux déclarations des témoins. 9 jours plus tard, les enquêteurs du LAPD sont allés à New York pour parler à des témoins et ils ont dressé un deuxième portrait robot. Eh bien, ils sont différents. On dirait deux individus complètement différents. Tout s'est passé très vite et on se rend compte que ces types n'ont eu que très peu de temps. On obtient des impressions vraiment différentes sur ce que les gens pensent avoir vu. Parmi tous les témoins oculaires, celui que le LAPD a tout simplement ignoré, c'est Eugene Deal. Eugene Deal tire une conclusion après avoir croisé cet homme qui semble appartenir à la nation de l'islam. Ensuite, à l'hôpital, il entend quelqu'un dire que le tireur portait un costume et un nœud papillon. Là, il en conclut qu'il s'agit de la même personne. Mais il n'y a aucune preuve pour confirmer l'idée qu'il s'agissait en fait du même individu. Et Eugene Deal n'a pas vu le tireur. Enfin, c'est la même personne. Greg Kading a tort. Il a tort, c'est tout. Il existe une autre preuve qui vient crédibiliser Eugene Deal. Les enquêteurs du LAPD lui ont montré une photo où on le voit, lui, et celui qu'il pense être le tireur, juste à côté de la voiture de Puffy. 2 agents du LAPD sont venus m'interroger 2 semaines après l'assassinat de Biggie. J'étais pas censé la voir, mais j'ai vu la photo de cet homme, en costume, avec une chemise blanche et un nœud de pape. Elle avait été prise quand ce type s'est approché de moi et de Puff. J'ai attrapé la photo et je l'ai regardée. J'ai dit, c'est lui. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé à son visage? Toute la photo était parfaitement nette, sauf le visage de cet homme. Et l'agent a dit, on va arranger ça avec un logiciel. Soit on reviendra, soit vous viendrez à LA. Et ils ne sont jamais revenus. Ils m'ont jamais appelé. Plus de nouvelles. La première fois que j'ai consulté le dossier, j'ai vu cette photo. Elle faisait partie du dossier de l'enquête. On y voyait Gene très nettement, la voiture de Puffy très nettement, l'autre personne très nettement, à l'exception de son visage. Et c'était clair que son visage avait été flouté délibérément. Eugene Deal l'avait bien précisé, c'est lui. Et quand on est revenu, la photo avait disparu du dossier de l'enquête. Quand vous avez 4 photos par page, que vous tournez les pages et qu'il y a encore 4 photos recto et verso, et tout à coup, il y a un emplacement vide. C'est clair qu'il y avait une photo, mais qu'on l'a enlevée. Et c'est là qu'on se rend compte que cet élément qui constitue une preuve dans cette affaire a disparu ou est dissimulé. Alors on a écrit au LAPD en demandant non seulement on veut voir toutes les photos de l'affaire Notorious Big, mais en particulier la photo qui a été montrée à Eugene Deal. Et ils m'ont répondu, cette photo n'existe pas. C'est une plaisanterie ou quoi? Premièrement, j'ai vu la photo. Deuxièmement, c'est consigné. C'est ça qui est le plus hallucinant. C'est consigné par le LAPD qui lui ont montré cette photo. Comment peuvent-ils dire que cette photo n'existe pas? En 2001, 3 ou 4 ans après la mort de Biggie,
Un réalisateur de documentaire me montre une série de photos. Le LAPD me l'avait jamais montré. Voilà l'individu qui s'est approché de Puff et moi quand on était dans le parking du musée Petersen. On n'oublie pas ce genre de choses. Qu'avez-vous ressenti quand vous l'avez vu? Comme maintenant. Très mal. Je peux pas l'expliquer autrement. Je peux pas l'exprimer. Je peux pas chercher à le dissimuler. Je veux même pas l'avoir dans les mains. L'individu que Big Gene a identifié sur la photo s'appelle Amir Muhammad et il s'appelle également Harry Billups. Amir Muhammad était le parrain des enfants de David Mack. De plus, on sait qu'il devait être proche puisque dès que David Mack a été arrêté, Amir Muhammad a été le seul qui soit venu le voir en prison. Amir Muhammad utilisait une fausse identité pour que le registre ne révèle pas qu'Amir Muhammad était celui qui lui rendait visite. La seule chose qu'il modifie, ce sont les 4 derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale, parce qu'il sait que le registre des visites est consulté par beaucoup de gens, y compris les autres détenus. Donc, il est suffisamment intelligent pour se dire « Je n'ai pas envie de me faire voler mon identité en mettant mon numéro de sécurité sociale sur un document que tout le monde peut prendre. » Les complotistes diront justement « Regardez, il cherche à dissimuler son identité. » Mais c'est un vieil ami qui se trouve être lié à un méchant flic parce qu'ils étaient amis à la fac. S'il est venu rendre visite à David Mack, c'est parce que ce dernier avait besoin que quelqu'un veille sur sa famille pendant qu'il est en prison. Il n'est pas en train de fournir ces informations à un détenu. C'est le formulaire d'un registre que les gardiens exigent pour entrer dans une prison. Il a tort. C'est tout. Il a tort. Investigators are exploring Mac's connection with Death Row and Suge Knight. It is thought Mac may have hired Wallace's shooter, a suspect by the name of Amir Muhammad, and Mac's longtime friend, who now appears to have disappeared. Amir Muhammad n'a jamais été interrogé par le LAPD sur le meurtre de Biggie. Mais de nombreux informateurs ont présenté des preuves qui impliquaient David Mack, Amir Muhammad et Suge Knight dans l'assassinat de Biggie. Je m'appelle Kenneth Boagny. Je suis dans une prison d'État où je purge une peine de 40 ans en vertu de la loi des 3 fautes de Californie pour vol avec effraction. J'ai partagé ma cellule avec Rafael Perez pendant environ 4 mois, mais j'ai été emprisonné avec Rafael Perez pendant environ 8 mois. On est devenus amis. On mangeait ensemble, on faisait tout ensemble, on lisait ensemble, on priait ensemble. Il cherchait tout simplement quelqu'un à qui parler. Rafael Perez m'a raconté en détail de nombreux crimes qu'il a commis lorsqu'il était agent du LAPD. On était dans la cellule et on écoutait la radio. Ils ont passé un morceau de Notorious Big, Going Back to Cali. Perez a dit « J'emmerde Biggie ». J'ai dit « Quoi? Tu n'aimes pas Big ?» Il m'a regardé et il m'a dit « Oh ». J'étais là le soir où Biggie a été tué. J'ai fait « Quoi ?» Rafael Perez m'a raconté en détail que lui et David Mack étaient impliqués dans le meurtre de Notorious Big. Rafael Perez et David Mack faisaient la sécurité pour Death Row Records. David Mack était un ami avec Suge Knight. Perez m'a dit aussi que David Mack avait engagé le type pour le meurtre de Biggie. Il l'a engagé, vous savez, celui qui s'appelle Amir Muhammad. Le LAPD a étouffé l'affaire. Et ils ont essayé de me faire taire par tous les moyens. Système disciplinaire du LAPD depuis environ 20 ans.
Pendant une audience disciplinaire portant sur le scandale Rempart, on a entendu les témoignages des détenus Kenneth Boagny et Felipe Sanchez, qui avaient partagé la cellule de Rafael Pérez à 2 ans d'intervalle. Lors de cette audience, j'allais juste répondre à des questions, juste répondre aux questions qu'on me posait. Pendant notre interrogatoire, Kenneth Boagny a posé une question et le procureur s'est levé d'un bond et a dit « Je vous ai dit de vous taire et de ne rien dire. Vous n'êtes pas censé parler de ça. » On était choqués, stupéfaits. Et j'étais là, je ne comprenais pas ce qui se passait, la tournure que ça prenait. J'avais peur. Et ça a tout déclenché. Kenneth Boagny avait peur. Il s'inquiétait pour sa vie, pour sa sécurité. Il n'avait personne pour couvrir ses arrières, donc il était très inquiet. Ce qui rend ces 2 informateurs, Kenneth Boagny et Felipe Sanchez, particulièrement intéressants, c'est qu'ils ont été tous les 2 enfermés avec Rafael Pérez à différents moments, dans différents établissements. Kenneth Boagny est noir, Felipe Sanchez est hispano-américain. Ils ne sont pas reliés par un quelconque gang. Tous 2 ont essayé d'apporter des informations au LAPD et dans les 2 cas, le LAPD a refusé de les entendre. Ce que Pérez a dit à Boagny correspond grandement à ce que Russell Poole avait supposé. C'est-à-dire que Rafael Pérez et David Mack ont été utilisés dans une certaine mesure pour coordonner ce coup. Ces prisonniers ont raconté une histoire très similaire. La semaine précédant l'audience, ils ont tous 2 reçu la visite de 2 membres du LAPD. Ils sont venus me voir avant que je témoigne à l'audience du Conseil des droits. Et ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils ne voulaient pas que je témoigne. Le LAPD m'a menacé de violence physique. Ils ont menacé de me faire poignarder en prison. Je savais qu'ils feraient tout ce qu'ils pourraient pour me faire taire. Ils ont menacé ces 2 prisonniers en leur disant que s'ils témoignaient, ils seraient poignardés en prison. Kenneth Boagny et Felipe Sanchez ont tous 2 témoigné que lorsqu'ils étaient en prison avec Rafael Pérez, ce dernier leur avait avoué être impliqué dans le meurtre de Notorious Big et qu'il y avait participé avec David Mack. Il m'a dit que la nuit de l'assassinat, David Mack lui avait dit de garder un œil sur Notorious Big et Sean Puffy Combs. Il devait informer David Mack de leurs faits et gestes. Et quand la soirée a été interrompue et que Notorious Big et Sean Combs se sont levés pour partir, Pérez a appelé Mack et lui a dit qu'il montait dans leur voiture. Il a dit avoir reçu un appel 5 minutes plus tard, dans lequel Mack lui disait de bouger de là. Et c'est là que tout a basculé. Une de mes responsabilités était le suivi des éléments de preuve. Une preuve en particulier a été apportée au dossier. C'était une photo. Je l'ai regardée et j'étais abasourdi. Il y a peu de choses dans la vie qui m'ont fait un tel effet. Sur la photo, il y avait David Mack d'un côté, Rafael Pérez de l'autre, habillé en rouge de la tête aux pieds, ce qui représente le gang des Bloods. Et au milieu, avec un couteau s'apprêtant à couper un gâteau, où était écrit « Les Bloods règnent », il y avait une femme qui portait une robe rouge. Et cette femme n'était autre que la fille du chef du LAPD, Bernard Parks. Donc c'était la fille du chef, habillée comme un membre du gang, entourée de 2 policiers du LAPD qui étaient eux-mêmes des membres du gang. C'était écœurant de constater que ces ripoux pouvaient être agents de la police de Los Angeles. C'était écœurant. Au dos de la photo, j'ai écrit le numéro de scellé, j'ai mis mes initiales et j'ai transmis ça à mes 2 associés. Cette photo, qui avait été soumise en tant que preuve, a été remise au LAPD, puis elle a disparu. Le LAPD, en coordination avec la ville, prenait soin de bloquer toute piste d'investigation.
L'enquête de Phil Carson a été suspendue à partir du moment où ce dernier a figuré sur une liste de témoins soumise par les avocats de la famille Wallace qui voulaient qu'il témoigne au tribunal sur ce qu'il savait sur les tentatives du LAPD pour faire obstruction, en gros, à l'enquête sur le meurtre de Biggie. Je n'étais pas au courant de cette liste de témoins. Je ne savais pas que j'y figurais. Et cet avocat du procureur de la ville vient et dit de but en blanc à mes supérieurs, « Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser l'agent Carson témoigner dans cette action en civil, parce que s'il le fait, nous avons 50% de risque de perdre 400 millions de dollars et nous ne pouvons pas permettre que ça se produise. » Si jamais il témoignait, le LAPD allait devoir être dissous et n'existerait plus en tant que police de Los Angeles. Et ils ont tout fait pour empêcher ça. Une autre réunion a été organisée avec des hauts responsables du LAPD. Lors de cette réunion, quelqu'un a dit « Ça ne vaut pas le coup de résoudre le meurtre d'un rappeur noir de 170 kilos, ancien dealer de cocaïne, et de prendre le risque de gâcher la collaboration entre le FBI et le LAPD. » On a secoué la tête et on s'est dit « Je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. » Voilà jusqu'où ils sont allés pour faire en sorte que cette affaire ne soit pas résolue. Après plus de 2 ans d'investigation, j'ai établi un rapport d'enquête. On l'a remis au procureur fédéral, mais il n'a pas donné suite. Il doit toujours y avoir un courrier pour le classement sans suite, et ils doivent exposer les motifs de leur décision. Mais nous n'avons jamais reçu ce courrier. 400 millions de dollars sont en jeu dans ce procès. Quiconque prétend que ça n'entre pas en ligne de compte n'a rien compris. Alors que l'action civile allait passer devant le tribunal, la famille Wallace et leurs avocats savaient qu'ils disposaient de preuves irréfutables que le LAPD avait fait obstruction à l'enquête. Mais le juge a décidé, avant même qu'il puisse les présenter, qu'il devait montrer la prépondérance de la preuve selon laquelle le LAPD était impliqué dans le meurtre de Biggie. Donc il devenait de plus en plus urgent de trouver des témoins. Un jour, je lisais un article du LA Times qui disait « La juge fédérale menace de rejeter l'affaire Notorious Big à cause de manque de preuves. » Quand j'ai compris ce que la famille demandait, j'ai dit « C'est pas vrai. Ça figurait dans le dossier de preuves, avec mes initiales au dos. » Ma femme est rentrée du travail et elle m'a demandé ce qu'il y avait. Je lui ai expliqué. Et elle m'a dit « Tu n'es pas censé rester en dehors de tout ça ?» Je lui ai répondu « Chérie, on a 5 enfants. Si quelqu'un tuait un de nos enfants et que quelqu'un avait des informations, je voudrais le savoir. On voudrait le savoir. Je suis très ému car je me mets à la place de Madame Wallace. Et j'ai dû faire la distinction entre faire quelque chose que je ne devrais pas faire et être un citoyen détenant des informations dans une affaire de meurtre qui devrait être divulguée. Javier Hermosillo savait ce que le LAPD dissimulait. Il savait qu'il était le seul qui pouvait le dévoiler. Je pense qu'il s'est dit « Je ne peux pas rester sans rien dire, alors que je sais que la preuve existe. » Il fallait faire ce qui était juste. J'ai fait ce que j'avais à faire et je ne le regrette pas. La juge a dit « Voici votre mandat de perquisition. Allez à la brigade criminelle. » Et 2 marshals fédéraux ont débarqué et ont perquisitionné le LAPD.